Paris, le 18 août 1850. Il est minuit passé. Dans un appartement du 16e arrondissement, un homme est en train de mourir. Autour de lui, des tableaux de maître, de l'argenterie rare, des meubles précieux qu'il a achetés à crédit et qu'il ne peut plus voir. Sa femme, qu'il a attendue 18 ans, tient sa main. Il ne la reconnaît plus. Victor Hugo reçoit un message ce soir-là. Il court, il sonne à la porte. On le fait monter. Ce qu'il voit dans cette chambre le dévaste pour le reste de sa vie. Il écrira tout dans son journal intime. L'odeur, le visage tuméfié, la jambe gangrenée, le râle, et cette pensée qui ne le quittera pas, que cet homme-là ne méritait pas de mourir comme ça. Parce que cet homme, pendant 20 ans, avait fait quelque chose que personne n'avait jamais fait avant lui. Il avait regardé la société française en face, pas la surface, pas les apparences, ce qui se cache dessous, les masques que les gens portent, ce qu'ils font vraiment quand ils pensent compte que personne ne regarde. Et il avait tout écrit, tout. Mais avant de vous dire qui il était, il faut vous raconter d'où il venait, parce que pour comprendre ce qu'il a accompli, il faut comprendre la blessure qui est à l'origine de tout, une blessure qui remonte à sa naissance, à sa mère, la pension de province, et à une solitude d'enfant que rien n'a jamais vraiment réparée. On est le 20 mai 1799, dans la ville de Tours, au bord de la Loire. Une femme accouche de son premier enfant. Elle a 21 ans. Elle est belle, froide, organisée. Son mari en a 53 ans. Un homme d'origine paysanne, monté à la force du poignet jusqu'à directeur des vivres de la 22e division militaire. Leur fils naît ce matin-là. Il s'appelle Honoré. Mais Honoré, sa mère ne l'aime pas vraiment. Pas de la façon dont une mère est censée aimer son premier enfant. Elle le met en nourrice dès la naissance, loin d'elle, loin de la maison. Pendant 4 ans, il grandit chez une nourrice à Saint-Cyr-sur-Loire. Quand il revient enfin à la maison familiale, il a 4 ans et il ne connaît pas sa mère. Et sa mère ne le connaît pas non plus. Il a une sœur, Laure, d'1 an sa cadette. Et avec elle, c'est immédiatement différent. Une complicité qui naît dans l'enfance et qui ne mourra jamais. Laure sera toute sa vie son refuge, sa confidente, sa première lectrice. Quand tout s'effondrera autour de lui, et ça s'effondrera souvent, c'est toujours vers Laure qu'il reviendra. Elle qui répond, elle qui reste. En 1807, il a 8 ans. Ses parents le mettent en pension au collège des oratoriens de Vendôme. Il va y rester 6 ans. 6 ans dans cet établissement austère où les élèves ne rentrent chez eux qu'une fois par an. Sa mère lui rendra visite une seule fois pendant toutes ces années. Une seule fois en 6 ans. Ce chiffre, laissez-le exister quelques secondes. Mais à Vendôme, quelque chose se passe. Il lit. Il dévore la bibliothèque du collège avec une voracité qui inquiète ses professeurs. La nuit, il se cache sous ses draps avec des livres et une bougie. Il se fait prendre. Il est puni. Il recommence. Les livres deviennent son monde réel, plus réel que la pension, plus réel que ses camarades, plus réel que l'absence de sa mère. Les livres ne l'abandonnent pas. En 1813, il a 14 ans, il tombe malade à Vendôme. Un épuisement profond que les médecins ne savent pas vraiment nommer. Sa famille le récupère. Il rentre à la maison. Il est pâle, maigre, silencieux. Sa mère le regarde et dit une phrase que sa sœur Laure racontera des années plus tard. Il avait l'air d'un somnambule. Un gamin de 14 ans, revenu de 6 ans de pension avec des milliers de pages dans la tête. Un somnambule. La famille déménage à Paris en 1814. Il a 15 ans. Il fait des études de droit, parce que c'est ce que font les fils de bonne famille. Il travaille chez un notaire. Et là, il observe. Il voit comment l'argent circule. Il voit comment les ambitions se cachent derrière les sourires polis. Il voit les drames qui se jouent derrière les portes fermées des études notariales. Il note tout. Il ne sait pas encore que tout ça servira. En 1819, il a 20 ans, il annonce à ses parents qu'il arrête le droit. Il veut être écrivain. Ses parents sont consternés. Sa mère est froide. Mais ils acceptent de lui donner une chance, une seule. Ils lui louent une mansarde rue Lesdiguières à Paris, un budget annuel d'une centaine de francs. Et 1 an, pas un jour de plus, pour prouver qu'il peut vivre de sa plume. La mansarde est minuscule. Les murs sont humides. L'hiver, il fait un froid glacial. Mais depuis sa fenêtre, il observe la rue. Il regarde les gens passer. Il écoute les conversations des artisans dans les cours. Il se glisse dans la peau des inconnus qu'il croise. Il dira plus tard qu'il pouvait épouser leur vie, sentir leurs guenilles sur son dos, marcher avec leurs pieds dans leurs souliers percés. C'est là que tout commence vraiment. Il écrit une tragédie, Cromwell. Il y passe des mois. Quand il la lit à sa famille, la réaction est unanime. C'est mauvais.
vraiment mauvais. Un professeur de littérature consulté par la famille rend son verdict sans appel. Que l'auteur fasse n'importe quoi, mais qu'il n'écrive plus. Il ne s'arrête pas. Il comprend seulement qu'il ne sait pas encore écrire comme il veut écrire. Il lui faut apprendre. Il se résout à écrire de la littérature commerciale, des romans populaires écrits vite, vendus peu cher, publiés sous pseudonyme. Il en produit une dizaine entre 1820 et 1825, sous les noms de Lord R. Hoon et Horace de Saint-Aubin. Ce sont des œuvres mineures dont il n'est pas fier, mais elles lui apprennent quelque chose d'irremplaçable, le rythme de la narration, l'art du rebondissement, comment tenir un lecteur en haleine. Il apprend son métier dans l'ombre. En 1821, il rencontre une femme. Elle s'appelle Laure de Berny. Elle a 45 ans, lui en a 22. Elle est mariée, mère de plusieurs enfants, voisine de sa famille en vacances à Villeparisis. Elle voit en lui un génie que personne d'autre ne voit encore. Elle devient sa maîtresse, sa mécène, sa conseillère littéraire. Il l'appellera toute sa vie, la dilecta, la bien-aimée. Laure de Berny lui apporte quelque chose que ni sa mère ni la pension de Vendôme ne lui ont jamais donné, la certitude qu'il vaut quelque chose. Elle lit ses manuscrits, elle les corrige, elle lui prête de l'argent, et elle le pousse à aller plus loin, à viser plus haut, à ne jamais se satisfaire de ce qui est juste correct. Mais il y a quelque chose d'autre dans cette relation, quelque chose qu'il ne dira jamais clairement. Elle est aussi la mère qu'il n'a pas eue. Et maintenant, il faut parler d'argent, parce que l'argent va être le personnage principal de toute sa vie. Pas l'amour, pas la gloire, l'argent, la dette, la fuite perpétuelle. L'homme qui va écrire les romans les plus lucides sur la façon dont l'argent détruit les êtres, cet homme sera toute sa vie incapable de gérer le sien. C'est le paradoxe le plus fascinant de toute cette histoire. En 1825, il a 26 ans. Il prend une première décision catastrophique. Il s'associe avec un libraire pour publier des éditions de luxe de La Fontaine et de Molière. L'idée semble solide sur le papier. En pratique, les livres sont de mauvaise qualité, imprimés trop petits, avec des illustrations médiocres, vendus à un prix trop élevé. Personne n'achète. Première faillite. Il doit de l'argent à sa mère qui l'avait financé. Il a 26 ans. Et il n'a pas encore compris la leçon. En 1826, il rachète une imprimerie rue Visconti à Paris. Laure de Berny lui prête de l'argent. Son mari intercède pour lui obtenir le brevet d'imprimeur. L'imprimerie ne marche pas. En 1827, il ajoute fondeur de caractère à la liste. Ça ne marche pas non plus. En 1828, faillite totale. Il se retrouve avec 60 000 francs de dette, l'équivalent de plusieurs millions d'euros aujourd'hui. Une somme colossale, une somme qui va le poursuivre toute sa vie. Cette dette change tout, pas de la façon dont on pourrait le croire. Elle ne le brise pas, elle ne le ralentit pas, elle devient son moteur, parce qu'il doit écrire pour rembourser. Il doit écrire vite, beaucoup, bien. Les créanciers sont là, ils frappent à la porte, ils envoient des huissiers. Et lui, il s'installe à sa table et il écrit. Encore, toujours, davantage. La dette qui aurait brisé n'importe qui d'autre, elle lui donne ses ailes. Mais voilà ce qui est extraordinaire. Au lieu de rembourser prudemment, au lieu de vivre modestement le temps d'effacer les dettes, il fait exactement l'inverse. Dès qu'il gagne de l'argent, il en dépense davantage. Des meubles précieux, des tableaux de maître, de l'argenterie rare, des gilets brodés, des cannes à pommeau d'or. Il vit comme s'il était riche. Il ne l'est jamais. Et les dettes s'accumulent, s'accumulent, s'accumulent. La canne, parlons-en. C'est devenu son symbole dans tout Paris. Une canne à pommeau d'or massif, incrustée de turquoise, qu'il fait fabriquer sur mesure. Elle coûte une fortune qu'il n'a pas. Tout Paris la connaît. Les caricaturistes la dessinent. Les journaux en parlent. C'est sa façon de dire au monde « Je suis quelqu'un », même criblé de dettes, même en fuite devant les huissiers. La canne est là, l'illusion est maintenue, parce qu'il a une porte dérobée dans chaque appartement qu'il loue. C'est un fait. Pas une métaphore, une vraie porte secrète. Parfois une sortie par les toits, parfois un passage dans les caves, pour disparaître quand les créanciers arrivent. Il change d'adresse régulièrement. Il utilise des pseudonymes pour son courrier. Il fait enregistrer ses biens au nom de proches. L'homme le plus célèbre de Paris vit comme un fugitif. Il publie un roman sous son vrai nom. Pas tout à fait. Il signe Monsieur Honoré Balzac, sans la particule qu'il s'attribuera l'année suivante. Le roman s'appelle Les Chouans, un roman historique sur la Bretagne insurgée pendant la Révolution française. Pour la première fois, les critiques s'arrêtent. Pour la première fois, quelqu'un dit que cet homme-là peut vraiment écrire. La particule de Balzac. Il se l'est inventé lui-même.
Lors de la publication de l'Auberge rouge, il signe pour la première fois de Balzac. Pas de noblesse dans la famille, pas d'ancêtre aristocrate. Juste lui, qui a décidé qu'il allait s'en doter. Il ne se contente pas de ce qu'on lui donne. Il construit sa propre légende, même si elle est fausse. Surtout si elle est fausse. Il publie La peau de chagrin, l'histoire d'un homme qui obtient une peau magique, qui exauce tous ses désirs, mais qui rétrécit à chaque vœu. Plus il veut, plus il meurt. Paris s'arrache le livre, les salons ne parlent que de ça. En une nuit, il devient célèbre. Et quelque chose d'intéressant se passe dans les salons dorés de Paris. Les femmes riches et titrées commencent à lui écrire des lettres, parce qu'il y a une chose qu'on ne dit pas souvent sur lui et qui est pourtant documentée avec précision. Ses relations avec les femmes ne sont pas toujours désintéressées. Il y a dans sa façon de courtiser les femmes riches et titrées quelque chose qui ressemble à une stratégie. Pas seulement de l'amour, pas seulement de l'admiration. Quelque chose de plus calculé. Un homme qui a besoin d'argent et qui sait qu'il peut plaire. La duchesse de Castries, belle rousse, tient un salon littéraire, l'un des plus anciens blasons du faubourg Saint-Germain. Elle lui écrit une lettre admirative. Il fonce. Il fréquente son salon assidûment. Il écrit des articles dans un journal légitimiste pour lui plaire. Lui qui n'est pas vraiment légitimiste. Il voyage avec elle en Italie. Il lui dédie un roman, mais elle refuse de consommer la relation. Il rompt. Et il se venge dans un roman, La Duchesse de Langeais, portrait pas très flatteur d'une coquette froide. La comtesse Guidoboni Visconti, rencontrée en 1835 lors d'un bal à l'ambassade d'Autriche. Une aristocrate anglaise mariée à un aristocrate italien. Elle est belle, intelligente, généreuse et très riche. Ce qui se passe entre eux dépasse largement la simple aventure amoureuse. Quand les huissiers cernent sa maison un jour, elle jette 10 000 francs à leur figure et leur montre la porte. Elle paie ses dettes. Elle cache ses meubles précieux quand les créanciers arrivent. Elle lui donne asile pendant des semaines entières. Et le mari, le comte Guidoboni Visconti, ne dit rien, l'esprit large. Il confie même à son rival, l'amant de sa femme, des missions juridiques en Italie. Parce qu'il est l'ancien clerc de notaire, il règle pour le comte des affaires de succession compliquées à Turin et à Milan. La situation est tellement balsacienne que lui-même n'aurait pas osé l'écrire dans un roman. Ou peut-être que si, il avait ce sens de l'ironie. Et pendant tout ce temps, il a aussi une fille illégitime, Marie-Caroline, née d'une liaison avec Marie du Fresnay. Il ne la reconnaîtra jamais officiellement. Il lui écrira Eugénie Grandet, et certains voient dans le portrait de la pure et généreuse Eugénie le visage de Marie du Fresnay. Un homme qui écrit les plus beaux portraits de femmes de la littérature française et qui abandonne sa propre fille, le masque encore. Parce que c'est ça le cœur de toute cette histoire. L'homme qui allait arracher le masque de toute la société française, il était lui-même peut-être le plus masqué de tous. Il voyait chez ses personnages exactement ce qu'il vivait sans le voir. Il décrivait l'arriviste, le séducteur calculateur, l'homme qui court après l'argent et les titres, et il les incarnait, simultanément auteur et personnage de sa propre comédie. Mais revenons aux folies financières, parce qu'elles sont proprement incroyables. Il crée un journal, La Chronique de Paris. Il réunit autour de lui Victor Hugo, Théophile Gautier, Alphonse Karr pour la rédaction. Sur le papier, l'équipe est brillante. En réalité, personne ne tient ses engagements. Il est pratiquement le seul à y écrire. Il publie des textes qui deviendront plus tard des chefs-d'œuvre. Et le journal coule quand même. Faillite encore. Il a une nouvelle idée. Il débourse 160 000 francs pour acheter un terrain à flanc de coteau à Sèvres. Il est convaincu que le sol est très fertile. Son plan, planter 100 000 pieds d'ananas. Les vendre 5 francs au lieu de 20. Sa boutique s'appellera Ananas des Jardis. Il a déjà cherché le local sur le boulevard Montmartre. L'a imaginé peint en noir avec des filets d'or. Sauf que le terrain est escarpé. Le sol est aride. Jamais un seul ananas n'y pousse. Il ne s'arrête pas là. Il décide de construire une maison sur ce terrain. Il dirige lui-même la construction, lui qui ne connaît rien à la maçonnerie. Résultat, la maison est bâtie dans la glaise. Elle s'enfonce dans le sol chaque soir. Elle doit être relevée chaque matin à l'aide d'un treuil. Les murs s'effondrent régulièrement. Et pour couronner le tout, il oublie l'escalier intérieur. Il sera rajouté à l'extérieur. Théophile Gautier, qui visite les lieux, ne sait pas s'il doit rire ou pleurer. Puis, les mines de Sardaigne. En 1838, il part en voyage en Sardaigne. Il a entendu parler de mines d'argent romaines désaffectées. Il est convaincu que les scories laissées par les Romains contiennent encore de l'argent exploitable.
Il fait le voyage, il inspecte les sites, il monte un projet. Encore une fois, le projet ne tient pas. Encore une fois, il rentre à Paris avec des dettes supplémentaires et sans un centime extrait de la terre sarde. Ce qui est fascinant dans ces échecs successifs, c'est qu'ils suivent tous le même schéma. Une idée qui semble géniale en surface, un enthousiasme débordant dans la phase de planification, une incapacité totale à voir les obstacles pratiques, et une fuite en avant dès que l'échec est évident. Exactement le schéma qu'il décrit avec une précision diabolique chez ses personnages dans ses romans. Il voyait tout chez les autres, sauf en lui. Pendant ce temps, il écrit, même en fuite devant les créanciers, même au Jardy avec sa maison qui s'effondre. Son rythme de travail est devenu légendaire dans tout Paris. Il se couche à 18h, il dort jusqu'à minuit. À minuit, son domestique le réveille. Il enfile sa robe de moine en laine blanche, sa tenue de travail. Il s'installe à sa table et il écrit, jusqu'à l'aube, parfois jusqu'au lendemain midi. Il en boit des quantités que ses contemporains décrivent avec stupéfaction et inquiétude. Des tasses, des dizaines de tasses, noires et serrées, tout au long de ses nuits de travail. Il a même écrit un texte, le traité des excitants modernes, dans lequel il décrit avec précision et humour les effets du café sur son cerveau. Il sait que ça le tue. Il continue quand même, parce que sans le café, les nuits de travail seraient impossibles. Et sans les nuits de travail, les dettes ne seraient jamais remboursées. Les corrections, c'est une autre folie. Il ne corrige pas ses épreuves comme tout le monde. Il les réécrit. Chaque jeu d'épreuves lui revient méconnaissable, couvert de ratures, d'ajouts, de suppressions, de restructurations entières. Ses imprimeurs le détestent. Un jeu d'épreuves normal revient 1 ou 2 fois. Les siennes, 10, 15, 17 fois. Chaque retour lui coûte de l'argent qu'il n'a pas. Mais il ne peut pas faire autrement. Rien ne doit être juste bon. Tout doit être parfait. Et au milieu de tout ça, en 1833, quelque chose se passe dans sa tête. Une idée. Une idée si grande qu'il court chez sa sœur Laure pour lui annoncer. Il arrive essoufflé. Il entre dans le salon. Et il dit « Je suis tout bonnement en train de devenir un génie. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est une prise de conscience. Il vient de comprendre ce que personne d'autre n'a encore compris. Et cette compréhension va changer la littérature mondiale. Rien que ça. Voici ce qu'il a compris. La société, la vraie société, pas celle qu'on montre dans les salons, est une scène de théâtre. Chaque être humain y joue un rôle, constamment. En société, en famille, en amour, en affaires. Le notable respectable cache l'usurier. La mère aimante cache la femme frustrée. Le généreux bienfaiteur cache le calculateur. Le vertueux cache le corrompu. Et personne ne le dit. Personne n'ose le dire. Lui, il va le dire. C'est ça la comédie humaine. Une vision du monde. Une thèse sur l'espèce humaine. Il s'inspire de Dante, qui avait écrit la divine comédie sur l'au-delà. Lui, il va écrire la comédie de l'ici-bas, de la société française dans toute sa complexité, ses contradictions, ses grandeurs et ses petitesses. Et comme Dante avait organisé l'enfer en cercle, il va organiser la société française en catégories, en milieux, en espèces. Parce qu'il s'inspire aussi d'une idée du naturaliste Geoffroy Saint-Hilaire, que les animaux prennent des formes différentes selon le milieu où ils vivent. Il transpose ça à la société. Il y a des espèces sociales, comme il y a des espèces zoologiques. Un banquier, un aristocrate, un artiste, un prêtre, un criminel. Ce sont des espèces différentes, façonnées par leur milieu, par leur argent, par leurs ambitions. Et lui, il va les cataloguer toutes, comme un naturaliste catalogue les animaux. L'architecture est vertigineuse. 3 grandes sections. Les études de mœurs, qui montrent les effets sociaux divisés en scènes de vie privée, de province, parisienne, politique, militaire, de campagne. Les études philosophiques, qui cherchent les causes de ces mœurs. Et les études analytiques, qui énoncent les principes de la société. C'est une cathédrale, bâtie pierre par pierre pendant 20 ans, dans une robe de moine blanche au café noir, à la lumière des bougies. Mais l'idée la plus révolutionnaire, celle qui n'avait jamais été tentée avant lui, c'est le retour des personnages. Dans ses romans, les personnages ne disparaissent pas après leur histoire. Ils reviennent. Le jeune homme ambitieux croisé dans un roman, on le retrouve vieux et ruiné dans un autre. La femme mystérieuse aperçue dans une scène, elle a sa propre histoire dans un autre livre. La société devient vivante. Elle a une mémoire. Les personnages ont un passé et un futur, comme dans la vraie vie. Et les chiffres donnent le vertige.
133 œuvres, 95 romans et nouvelles, 2500 personnages nommés, écrits en 20 ans, seul, à ce rythme impossible. C'est l'équivalent de ce qu'un écrivain ordinaire produirait en 2 ou 3 vies. Et ce n'est pas de la quantité pour la quantité, c'est de la qualité obsessionnelle, retravaillée 17 fois jusqu'à ce que chaque phrase soit juste. Alors qu'est-ce qu'il voit exactement? Ce que personne d'autre ne voit. Il voit l'argent, partout. Avant Marx, avant que quiconque ne théorise ça, il a compris que l'argent et la BA est le moteur caché de toute la société. Pas l'amour, pas l'honneur, pas la vertu. L'argent. C'est lui qui décide des mariages, des amitiés, des trahisons, des deuils, des ambitions, des crimes. Il connaît ça mieux que personne, parce qu'il le vit, chaque jour, depuis l'âge de 26 ans. Il voit aussi les masques, avec une précision chirurgicale. Le père Grandet dans Eugénie Grandet. Tout le monde dans la ville de Saumur le voit comme un bon père, un homme respectable, un notable modeste. Ce que Balzac montre, c'est l'avare derrière le bon père, l'homme qui aime l'or plus que sa propre fille, qui la sacrifie à sa cupidité sans jamais se rendre compte de ce qu'il fait. Dans Le Père Goriot, publié en 1835, il pousse encore plus loin. Un vieux père qui a tout sacrifié pour ses filles, tout son argent, toute sa dignité, toute sa santé, et ses filles dansent dans les salons dorés de Paris pendant que leur père agonise seul dans une pension misérable. La société qui se prétend généreuse, attentionnée, vertueuse, et qui abandonne ses vieux parents dès qu'ils n'ont plus rien à donner. Le masque de la société entière est arraché en une seule scène. Selon la Bibliothèque nationale française, il reçoit une lettre anonyme envoyée de Russie. Une femme qui a lu ses livres lui écrit qu'il est un génie. Elle signe « L'étrangère ». Il répond par une petite annonce dans La Quotidienne, le seul journal français autorisé en Russie. Elle s'appelle Ewelina Hańska, comtesse polonaise, mariée à un riche propriétaire ukrainien beaucoup plus âgé qu'elle. Elle est intelligente, cultivée, belle, malheureuse. Ses lettres sont d'une qualité rare. Il tombe amoureux de ses lettres avant de l'avoir rencontrée. Leur première rencontre a lieu à Neuchâtel en Suisse en 1833. Il traverse l'Europe pour la voir. Il la voit. Tout ce qu'il avait imaginé se confirme. Il rentre et lui écrit. Il l'épousera. Il attendra le temps qu'il faudra. Il tiendra parole. 18 ans. Mais il faut être honnête. Ewelina est aussi très riche. Et lui est criblé de dettes. Dans ses lettres à ses amis, il parle du domaine ukrainien, des terres, de la fortune. L'amour et le calcul coexistent dans les mêmes pages. C'est lui. Il ment à Ewelina, régulièrement. Il minimise ses dettes pour ne pas l'inquiéter. Il minimise ses relations avec d'autres femmes pour ne pas la rendre jalouse. Quand il va à Nohant chez George Sand, il décrit Sand à Ewelina comme garçon, grande, généreuse, chaste, la dépeignant la moins attirante possible. Il ment par amour ou par calcul, probablement les deux. Pendant ce temps, il y a une femme dont personne ne parle jamais et qui mérite qu'on s'arrête. Zulma Caro. Amie de sa sœur Laure depuis l'école, elle correspond avec lui. 137 lettres conservées. Elle lui aménage une chambre et un bureau dans sa maison. Il y séjourne plusieurs fois. Il y écrit César Birotteau et la Rabouilleuse. Elle lit ses manuscrits, les critique sans complaisance, ne lui dit que la vérité. Elle ne lui demande rien en retour. C'est la seule personne dans sa vie qui ne lui demande rien. Dans une lettre à Zulma, conservée et publiée, il lui explique pourquoi il ne peut pas venir la voir comme prévu. Et pour prouver qu'il travaille vraiment, il lui pointe une tache sur la page. « N'étaient les travaux commencés, dont vous témoignera la goutte de café tombée sur cette page, je serai déjà à la poudrerie. » Une tache de café comme preuve d'existence. C'est une image qui dit tout sur la façon dont il vivait. L'œuvre n'était pas séparée de la vie. Elle s'y mêlait constamment, jusqu'à tâcher les lettres qu'il envoyait à ses amis. Cette vie, il la mène en parallèle de tout le reste. Les créanciers, les faillites, les femmes, Ewelina, Zulma, et l'écriture, toujours l'écriture. Son ami Théophile Gautier, rencontré en 1835, l'un des rares à le voir travailler de près, raconte qu'un soir, lors d'une soirée littéraire, Balzac lisait un de ses textes à voix haute devant ses invités. Il s'interrompt soudainement, oublie complètement les gens autour de lui et s'exclame « Que c'est donc beau !» puis reprend comme si rien ne s'était passé. Ce n'est pas de la vanité, c'est quelqu'un qui vit tellement dans son œuvre qu'il en oublie le monde réel. Gautier raconte aussi autre chose. Un soir, au foyer de l'Opéra, Balzac s'interrompt au milieu d'une conversation et dit « Quand je pense que pendant que je suis ici, 300 bougies brûlent chez moi.
quelqu'un fait une gageure. Pour un homme qui fuit ses créanciers par les toits, 500 francs de bougies en une soirée. Comme si l'œuvre ne pouvait pas s'arrêter même quand lui était absent. Comme si les personnages continuaient d'exister sans lui. Stendhal lui envoie La Chartreuse de Parme avec une simple note. Si vous le lisez, dites-moi votre avis bien sincèrement. Stendhal est un concurrent direct. La plupart des écrivains l'auraient ignoré. Balzac lit. Et il publie dans la revue parisienne un article de 69 pages. 69 pages d'éloges précis et enthousiastes. Stendhal reçoit l'article. Il rougit selon ses propres mots. Pour Balzac, la grande littérature n'appartient à personne, même pas à ses rivaux. La même année, il tente d'entrer à l'Académie française. Il s'efface devant Hugo, à qui on préfère finalement Flourens. Il retente, battu à nouveau. En 1848, il se présente à la Constituante comme candidat politique, encore battu. Ces humiliations le blessent bien plus qu'il ne le montre. L'homme qui a révolutionné la littérature mondiale cherche encore la validation officielle. Sa mère ne lui a jamais dit qu'il était légitime, l'institution non plus. Et le schéma, il se répète. En novembre 1841, le comte Haïnsky meurt enfin. Evolina est veuve. Théoriquement, maintenant rien ne les empêche de se marier. Mais elle hésite. Ses enfants s'y opposent. Sa belle famille aussi. Elle a peur des dettes de Balzac, de son instabilité, de cet homme trop grand, trop débordant. Et lui, il attend. Encore. Il a 42 ans. Il attend depuis 9 ans déjà. Et ce n'est pas terminé. Les années qui suivent sont les plus douloureuses. Evelina encourage sans s'engager. Elle le reçoit en Ukraine, à Saint-Pétersbourg, mais elle repousse toujours le mariage. En 1846, elle est enceinte de lui. L'enfant naît mort. Ce deuil les rapproche. Et quelque chose change en lui. Il réalise qu'il a 47 ans, qu'il n'a jamais eu de foyer stable, jamais de famille vraiment. La maison de Passy qu'il achète cette même année, actuelle maison de Balzac, il la meuble pour elle. Des tableaux, des tapisseries, de la porcelaine précieuse. Il prépare un nid, il attend encore. Mais son corps, lui, n'attend plus. Sa santé se dégrade sérieusement depuis 1846. Hugo le note dans Chose vue lors d'une rencontre sur le boulevard. Il se plaint déjà et respire bruyamment. Il souffre d'une hypertrophie du cœur. Son cœur grossit anormalement, ne pompe plus correctement. Il a du mal à respirer. Ses jambes enflent. Les médecins sont pessimistes. Il part quand même en Ukraine en 1848. Il ne peut pas ne pas y aller. Evelina est là, en 1848. Révolution à Paris. Il est loin, chez Evelina, à Wierzchownia. Il observe de loin les barricades, la chute de Louis-Philippe. Et pendant ce séjour, Evelina dit enfin oui, après 16 ans, après tous les mensonges, les dettes, les retards, les enfants perdus, oui. Le mariage a lieu le 14 mars 1850 à Berdichev, en Ukraine. Il a 51 ans. Il est tellement malade qu'il peut à peine se tenir debout pendant la cérémonie. Il a attendu 18 ans pour ce moment, et il arrive trop tard pour en profiter vraiment. Il rentre à Paris en mai 1850, dans la maison de Passy qu'il a préparée depuis des années. Tout est prêt, sauf lui. L'homme qui rentre ne peut presque plus monter les escaliers. Il voit mal. Sa jambe gauche commence à se gangrener. Les médecins se succèdent, impuissants. Dans ces rares moments de lucidité, il demande Bianchon. Bianchon, le médecin de la comédie humaine. Un personnage de papier qu'il a lui-même inventé. Si Bianchon était là, il me sauverait. La frontière entre la réalité et la fiction, chez lui, n'a jamais vraiment existé. Le 18 août 1850, Hugo reçoit le message. Il court, il monte, il entre dans la chambre. Il écrira dans Chose vue, « Monsieur de Balzac était atteint depuis 18 mois d'une hypertrophie du cœur. J'y courus, je lui ai serré la main. Il a poussé un râle. Hugo repart dans la nuit. L'homme meurt à minuit et demi. Evelina, qu'il a attendu 18 ans, tient sa main jusqu'au bout. Ils ont été mariés 5 mois et 5 jours. 5 mois après 18 ans d'attente. La vie a des cruautés que même lui n'aurait pas osé écrire. Le 21 août 1850, au Père-Lachaise. Des milliers de Parisiens. Hugo dit « Toutes ces œuvres ne forment qu'un livre. Livre vivant, lumineux, profond, où l'on voit aller et venir et marcher et se mouvoir, avec quelque chose d'effaré et de terrible mêlé au réel, toute notre civilisation contemporaine. Puis, il entre le même jour dans la gloire et dans le tombeau. La foule se tait, parce que c'est vrai, et parce que c'est injuste. Il est mort à 51 ans.
criblé de dettes, jamais élu à l'Académie française, jamais élu en politique, n'ayant réussi aucune de ses entreprises commerciales, et ayant quand même produit 133 œuvres dont 95 romans, 2500 personnages nommés, 20 ans de travail à 16 heures par jour. Il avait calculé qu'il lui faudrait vivre au moins 60 ans sans une journée de repos pour terminer son projet. Il en avait 51. La comédie humaine n'est pas terminée. Elle ne le sera jamais. Ce qu'il a inventé, c'est le roman réaliste moderne. Avant lui, les romans décrivaient des sentiments, des aventures, des contes moraux. Lui, il a décrit l'adresse d'un appartement comme une information sociale, le prix d'un dîner comme une révélation de caractère, la couleur d'un papier peint comme un indice de classe. Il a fait de la société elle-même un personnage, et ce personnage, il ne ment jamais. C'est pour ça qu'il est si inconfortable à lire. Dostoïevski, je lui dois tout. Zola construit les 20 volumes des Rougon-Macquart, directement inspirés de la comédie humaine. Même architecture, même ambition de radiographier une société entière sur plusieurs générations. Flaubert, qui niait la filiation publiquement, notait dans ses carnets « S'éloigner du lys dans la vallée, se méfier du lys dans la vallée ». Quand on écrit se méfier d'un roman, c'est qu'on en est tellement proche qu'on risque de s'y perdre. Proust a dit qu'il avait tout appris de lui sur la façon de décrire le temps qui passe et les gens qui changent avec lui. Un homme, né 1799, mis en nourrice à la naissance par une mère qui ne l'aimait pas vraiment, pensionnaire à Vendôme, une seule visite maternelle en 6 ans, Honoré Balzac, sans la particule à la naissance, qu'il s'est attribué lui-même comme un titre qu'on s'accorde, comme un personnage de ses propres romans qui décide qui il va être. Et c'est là le paradoxe central de toute cette histoire. Il était simultanément l'auteur et le personnage principal de la comédie humaine. Rastignac avec sa particule inventée. Père Goriot qui sacrifie tout pour un amour qui ne lui reviendra jamais. Lucien de Rubempré, le provincial brillant perdu dans ses illusions de grandeur. Il était tous ces personnages. Et comme eux, il ne le voyait pas. Parce que c'est ça le génie de Balzac. Et c'est aussi sa tragédie. Il voyait derrière les masques de 2500 personnages. Stefan Zweig, qui lui a consacré 10 ans de travail, propose une hypothèse sur ce paradoxe. Pour voir clairement les autres, il faut peut-être une certaine opacité sur soi. Quelqu'un qui se surveille trop, qui s'analyse en permanence, ne voit plus vraiment les gens autour de lui. Il ne voit que lui-même dans le regard des autres. Balzac ne se surveillait pas. Il se vivait, complètement, aveuglément, avec toutes ses contradictions. Et c'est dans cet espace impossible entre l'aveuglement sur soi et la lucidité sur les autres que la comédie humaine a été écrite. Et sa blessure de la mère, elle est partout dans ses romans sans qu'ils le disent jamais. Les femmes fortes qui voient clair portent quelque chose de l'or de Berny. Les mères froides reviennent régulièrement. Les personnages d'enfants abandonnés aussi, il écrivait des lettres à sa mère toute sa vie, malgré tout, malgré Vendôme, malgré la froideur. Parce qu'au fond, il voulait qu'elle voie ce qu'il était devenu, qu'elle lui dise qu'elle était fière. Elle ne l'a jamais vraiment dit. Et lui, il a mis cette attente dans chaque page qu'il a écrite. Sa tombe est au Père-Lachaise, simple, avec son nom, ses dates. 1799 à 1850. La maison de Balzac, au 47 rue Renoir à Paris, est aujourd'hui un musée. On peut encore y voir la sortie secrète, la porte dérobée qui donnait sur une ruelle par laquelle il disparaissait quand les créanciers sonnaient à l'entrée principale. Une porte secrète dans la maison d'un homme qui a passé sa vie à arracher les masques des autres. C'est peut-être l'image la plus juste qu'on ait de lui. L'homme qui voyait tout et qui se cachait. Il existe de nombreuses biographies sur Honoré de Balzac, notamment celle de Stefan Zweig, considérée comme la référence absolue, 10 ans de travail pour raconter cet homme impossible à résumer. Et pour cause, il y aurait tellement à dire encore. J'ai choisi l'angle du paradoxe central. L'homme qui voyait tout chez les autres et rien en lui-même. Mais j'aurais pu prendre celui de la comédie humaine et de son regard unique sur la nature humaine, l'angle de l'argent, du forçat de l'écriture, ou encore celui de la blessure maternelle qui a tout fondé. Balzac est un de ces personnages qu'on peut étudier sous 10 angles différents et trouver à chaque fois quelque chose de nouveau. Je vous laisse vous procurer sa biographie pour le découvrir par vous-même. Ce que cette vie dit sur la nature humaine, c'est quelque chose de simple et de brutal. On peut avoir un regard d'une précision absolue sur les autres et être complètement aveugle sur soi-même. On peut écrire 100 romans sur la façon dont les illusions détruisent les gens et nourrir les siennes jusqu'au dernier jour. La lucidité sur les autres,
et la lucidité sur soi ne sont pas la même chose. Elles n'ont souvent rien à voir, et Balzac en est la démonstration la plus parfaite qui soit. Ce que Balzac nous laisse, au-delà des romans, au-delà des personnages, c'est une question qu'il pose à travers toute son œuvre sans jamais la formuler. Quel est votre masque? Pas celui que vous portez en société. Tout le monde en a un. Le masque que vous portez pour vous-même. L'histoire que vous vous racontez sur qui vous êtes, qui cache ce que vous êtes vraiment. Grandet ne sait pas qu'il est un avare. Les filles de Goriot ne savent pas qu'elles sont cruelles. Lucien ne sait pas qu'il est corruptible. Et Balzac lui-même ne savait pas qu'il était tous ces personnages à la fois. Balzac a passé 20 ans à regarder derrière les masques des autres, et à ne jamais regarder derrière le sien. C'est peut-être pour ça qu'il a écrit autant, parce que dans ses romans, il pouvait enfin se voir, sans avoir à se le dire. Abonnez-vous et à bientôt pour une prochaine histoire captivante.